Bah, bonjour tout le monde. Bonjour Loïc. Bonjour Romain. Merci de prendre du temps pour participer à ce webinaire. On va appeler ça un webinaire, mais moi, je vois ça plus comme une discussion. C'est comme ça que je vais un peu animer la discussion, justement. On a eu pas mal de webinaires en 1 an et demi de Covid, donc l'idée, c'est vraiment de ne pas faire quelque chose de statique et enfin, voilà, de partager le plus d'informations possible. Donc aujourd'hui, c'est une discussion qui est organisée par PriceLab. Je suis Romain Gécalone, donc je suis le représentant France pour PriceLab. Et donc, on a souhaité mettre en place des échanges avec, alors, des clients, certes, de PriceLab, mais sur un angle vraiment de partage. Et en fait, j'ai eu l'idée de proposer à Loïc de participer, Loïc Fournier, pardon, de l'agence Amarim, de participer à ce premier échange parce que indirectement, j'ai eu des échos de son expérience en termes de tarification dynamique et de PriceLab en particulier via son PMS. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai senti que Loïc était prêt qu'il était satisfait et qu'il était prêt voilà, à partager un peu son expérience, ses retours, ce qu'il avait pu constater lui-même, etc. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une discussion sur pas uniquement la partie tarification dynamique et revenu management, peut-être aussi un peu plus globalement, on verra. Et puis, si vous avez des questions pendant cet échange, n'hésitez pas sur le chat de Zoom ou sur la partie questions-réponses. On essaiera d'y répondre le plus possible. Donc, je vais laisser Loïc se présenter, nous en dire un peu plus sur Amarim, l'histoire de cette agence, l'activité, ses particularités peut-être. Et puis après, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Très bien, ça marche. Bonjour à tous également. Donc, comme l'a justement dit Romain, donc je suis cofondateur et co-gérant donc, du groupement d'agences Amarim. Alors, il s'agit, on parle d'un groupement, on est un nombre de 4 agences avec la plus récente qui a ouvert cette année et qui a été créée en 2016. Donc, c'est un groupe dans lequel je me suis associé donc, en famille avec ma maman. Initialement, donc moi j'avais été dans le secteur de l'immobilier et notamment dans la recherche de financement. Elle était issue du notariat et donc on a fait le choix d'unir un petit peu nos savoirs respectifs afin de créer une agence immobilière. Et cette agence, elle s'est créée en bord de mer dans le secteur de la baie de Somme. Et puisque l'emplacement, c'est quelque chose de très important dans l'immobilier, en tout cas, c'est généralement le premier critère de décision et de choix, on s'est dit, mais pourquoi pas se spécialiser justement sur l'emplacement. Donc, on a créé un groupement d'agences qui est spécialisé sur la transaction des biens sur le bord de mer et plus précisément auprès des résidents secondaires. Donc, pour dire qu'on est spécialisé, il suffit pas de le dire et de créer une marque autour de ça. Il fallait également développer une politique de service. Et c'est précisément ce que l'on a fait, puisque très tôt, donc la première agence s'est ouverte en 2016, au mois d'octobre, et dès le 1er janvier, on développé un service de location de vacances. Alors à l'époque, dans le petit village dans lequel j'étais, qui s'appelle Holt, avant notre ouverture, il devait y avoir une dizaine de biens qui étaient sur le marché avec Airbnb. Aujourd'hui, il y en a 250. Donc, forcément, on peut vite se rendre compte de l'effet, en tout cas, que Airbnb a, en tout cas, ce qui est proposé, ce marché de la location de très courte durée a pu se développer sur notre secteur. Et donc, quand on a commencé, on a principalement travaillé avec cet apporteur d'affaires, donc Airbnb, parce que l'ergonomie de l'outil et tout ce qui nous permettait de faire en tant que gestionnaire pouvait nous convenir. Donc, on a commencé à travailler avec eux et puis très rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait un volume d'affaires
un volume d'affaires assez important. En tout cas, on faisait face à une forte demande, pardon. Et puis, l'idée, c'était d'intégrer ce service dans notre stratégie d'entreprise qui consiste à pouvoir dire venez chez nous, découvrez le secteur, découvrez la région, achetez votre résidence secondaire et on va s'occuper de la rentabiliser pendant votre absence. Donc, d'avoir un service qui soit totalement ouvert et qui soit très disponible pour les clients. Nous, il n'y a pas de conditions comment dire, de disponibilité. Les gens viennent quand ils le souhaitent dans leur résidence secondaire. Et pour réussir à ça, donc on a eu besoin de s'équiper de moyens informatiques. Donc, on a dû répondre à plusieurs enjeux. Le premier, c'est que nous sommes donc une agence immobilière et nous avons voulu développer un service de gestion qui va dans le sens de notre profession, c'est-à-dire en soumettant volontairement l'activité aux dispositions de la loi Hoguet. Donc la loi Hoguet, qu'est-ce qu'elle impose? Elle dit que si jamais on va encaisser des fonds pour le compte de tiers, ou ne serait-ce qu'aller intermédier entre un locataire et un propriétaire, même s'il n'y a pas d'encaissement de fonds, dès lors qu'on va concourir à la recherche d'un locataire, les dispositions s'appliquent de plein droit. Donc, dès lors qu'elles viennent s'appliquer, ça complique un peu les choses. Ça veut dire qu'après, il faut avoir une caisse de garantie qui apporte, qui nous cautionne en tout cas pour l'ensemble des loyers que l'on vient encaisser. Et c'est ensuite ces caisses de garantie qui viennent nous dire oui, mais attention, vous devez avoir une comptabilité dite mandante. Donc, c'est une comptabilité d'activité, c'est une comptabilité hors bilan que même parfois les experts comptables ont un peu du mal à bien appréhender. Et puis, on a un certain nombre de règles auxquelles il faut pouvoir répondre. Donc, pour nous, ça a été un... Ça a été un choix vraiment dès le départ de dire on va faire certes de la location courte durée saisonnière, mais on le fait avec la casquette agent immobilier et ce que ça représente derrière. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on sait qu'en France, on a on va dire on a deux approches. On a agences immobilières qui font de la location saisonnière et on va dire conciergerie, même si la frontière, des fois, elle est un peu mince entre les deux. Il y a des conciergeries en termes de marketing qui s'appellent conciergerie, mais qui ont une carte G. Bien Il y sûr. en a qui. Enfin voilà, donc. Mais effectivement, c'est sûr que moi, j'ai pas mal d'échanges avec des gestionnaires et effectivement, la différence, moi, je ne l'ai pas vécu, mais cette carte et ce que ça impose derrière, c'est pas du tout la même chose que de ne pas l'avoir en termes d'administratif, de compta, de process. Et du coup, parce que c'était 2016 le démarrage, c'est ça? Exactement. Et du coup, le challenge enfin, ça a été possible. Euh, je vais peut-être sauter des étapes dans le, dans Oui, le. oui. Non, pas du tout. Le challenge, oui, ça a été possible. Ouais. Alors, c'était pas évident parce fallait quand même bien comprendre ce que la réglementation nous imposait. Et puis, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que, comme vous l'avez très justement relevé, parfois la frontière, elle est très mince et beaucoup, sans s'en rendre compte, dépassent la frontière. Sauf que lorsqu'on n'est pas, comment dire, habilité, si on n'a pas la carte professionnelle qui est délivrée alors par la préfecture, mais aujourd'hui par l'intermédiaire, il y a une délégation qui est faite auprès des chambres de commerce et d'industrie. Si on n'a pas cette fameuse carte d'agent immobilier avec la dynamique gestion, derrière, c'est un exercice illégal de l'activité d'administrateur de biens. Donc, on parle de 5 ans de prison et 7 500 Ouais. euros d'amende uniquement sur la dimension pénale. Donc, il faut faire quand même très, très attention à ce niveau-là. Donc, oui, ça n'a pas été simple. Alors, après, on avait quand même aussi une activité de gestion à côté, de la gestion de location annuelle un peu plus traditionnelle. Donc, c'est quelque chose qu'on comprenait. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un parcours universitaire quand j'ai repris mes études, à la fois sur la dimension financière, puisque j'ai un master 2 en analyse financière, donc la comptabilité, j'en ai fait un petit peu, et j'ai également étudié le droit immobilier, donc j'ai un peu la double casquette qui me permet de bien comprendre chaque point de mon domaine d'activité.
Et c'est la volonté de se soumettre à ces dispositions, ça permet d'avoir justement la main, d'avoir le contrôle de la politique de prix, par exemple. Mm. Ça permet d'avoir un contrôle total finalement sur l'activité. Pourquoi je n'ai pas fait de la conciergerie, une activité qui consisterait à remettre des clés et puis délivrer une prestation de ménage que j'aurais pu sous-traiter? C'est parce que je savais très bien que j'allais me retrouver en concurrence, soit avec des gens qui vont être en freelance et qui vont être déclarés, soit avec des gens qui ne vont même pas être déclarés parce qu'on sait très bien que ça se fait de façon courante. Donc, si jamais on n'allait pas vers, dès le départ, une politique de service qui serait différenciante, ça aurait été très compliqué. En tout cas, à terme, on serait retrouvé pris dans une forme d'étau avec une intensité concurrentielle sur laquelle on aurait eu les moyens de se battre. Donc, en tout cas, ça a été un enjeu, ça a été un challenge. Et aujourd'hui, le challenge, il est satisfait puisque encore la semaine dernière, j'ai pu avoir un audit parce qu'on est souvent audité par nos caisses de garantie qui viennent et qui contrôlent l'ensemble des comptes. Donc, si vous voulez, voilà, aujourd'hui, on est plutôt satisfait sur ce point-là. Le deuxième challenge à mon niveau, c'était également de pouvoir structurer l'activité de sorte à ne plus, à pouvoir m'en délier, moi personnellement, pour pouvoir me concentrer sur le développement des agences, de l'équipe commerciale et du groupe. Donc, la nécessité de recruter, la nécessité de transférer les compétences que l'on a acquises à des personnes que l'on recrute. Et puis, on sait aussi que ce sont des activités qui sont assez volatiles en termes de revenus. Donc, l'idée, c'est de trouver des modèles où est-ce qu'on a des charges fixes qui permettent de s'adapter à l'activité. Ok. Pourquoi c'était vraiment important pour nous d'avoir cette activité? Pour vous exposer un petit peu très rapidement les chiffres de l'année 2020, on a pu accueillir, on est à peu de choses près, à 4000 voyageurs dans nos locations. D'accord. Donc, tout ça, aujourd'hui, on y arrive avec, en termes de personnel. Moi, je m'occupe presque plus de la location saisonnière, en tout cas dans l'activité au jour le jour. J'ai un personnel comptable salarié et ensuite une personne qui est assistante par agence. Et ça suffit pour faire tourner l'activité. D'accord. Vous avez combien de logements? Ça représente combien de logements aujourd'hui en location saisonnière? 75. D'accord, ok. 75, sachant que parfois on en a qui sont très peu disponibles dans l'année. On a parfois des logements qui sont uniquement disponibles sur les mois de juillet et août, ou à contrario, qui vont être libres, uniquement libres sur la période de la basse saison. D'accord, ok. Et en tant qu'agent immobilier, notre activité primaire, ça reste de faire de la transaction. On est une équipe avec des commerciaux, avec des vendeurs. Donc, l'idée, c'est de faire de la transaction. Mais c'est finalement un service qui est support à la transaction. Et un facteur clé de la réussite lorsque l'on travaille dans l'immobilier, dans la transaction, c'est de pouvoir aller voir quelqu'un qui souhaite vendre un bien et de lui dire, oui, mais pourquoi moi je suis différent? Déjà, les gens, quand ils vont venir souhaiter travailler avec moi, je vais être en capacité de leur proposer un service que les autres n'ont pas. Mais aussi par l'intermédiaire de ce service, j'ai déjà accueilli, là on doit être à 10 000 personnes accueillies en l'espace de 3 ans. Donc, j'ai une base de données que les autres n'ont pas. Oui, bien sûr. Et j'ai des clients qui sont aujourd'hui en portefeuille. Ces personnes n'ont pas encore conscience que peut-être l'année prochaine, peut-être que dans 2 ans, ils vont se dire « Ah bah tiens, si jamais je m'achetais une résidence secondaire au bord de la mer. » Donc, pour nous, en tout cas, c'est clairement un élément de différenciation. Ça nous permet d'avoir un avantage concurrentiel et c'est pour ça qu'on met toujours de l'énergie dessus à ce qu'il soit développé au maximum. Ok. Et donc, du coup, on a vu Juste pour revenir là, sur ce point,
Donc, dans ce que je vous explique, c'est que ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un maximum de clients. Ce n'est pas en faisant de la location du samedi au samedi, sur des durées d'une semaine, qu'on va avoir un maximum de clients. Donc, il faut qu'on parte sur la gamme de clients qui vient sur du court séjour dans notre secteur. Pour nous, la durée moyenne de séjour, c'est 2,8 nuits. Et ça, de façon historique, ça ne bouge pas. Donc, après, il faut que je puisse aller voir un propriétaire et le convaincre de travailler de cette façon. Et de lui dire, mais oui, monsieur, ça sera beaucoup plus rentable pour vous de travailler avec des clients qui viennent sur des séjours beaucoup plus courts, parce que quand ils viennent dans des durées beaucoup plus courtes, ils dépensent un petit peu plus. Et c'est à partir de là qu'on a eu la nécessité, dans un premier temps, à compter de l'année 2019, d'implémenter un channel manager. Donc, nous, on s'est orienté de façon assez évidente vers l'outil BookingSync, qui répond totalement à nos besoins sur ce point-là. Et ensuite, de pouvoir, par l'intermédiaire de cet outil, mettre en place de la prestation comme les outils de pricing que peut nous permettre PriceLab. Et aujourd'hui, PriceLab, très clairement, c'est un élément de différenciation. Juste avant d'arriver sur le sujet tarification dynamique, etc., il y a quelque chose qui m'a intéressé et je suis vraiment curieux d'avoir un peu plus d'infos là-dessus. Je trouve que c'est encore trop rare aujourd'hui d'avoir un gestionnaire, peu importe le statut, agence, pas agence, etc. Je vais dire gestionnaire pour faciliter le vocabulaire, mais qui me dit assez naturellement la location du samedi au samedi, c'est pas bon, entre guillemets, pour le business. Voilà, ma durée moyenne de séjour aujourd'hui, c'est 2,8 nuits, etc. J'ai assez peu, peut-être bizarrement, mais j'ai encore beaucoup de gens, je trouve, qui restent figés sur cette notion de durée de séjour. Et c'est intéressant parce que, pour revenir sur PriceLab, c'est un outil qui est vu comme un outil pour du prix, pour gérer les prix, mais il y a aussi une partie de nuitée minimum. Et moi, à chaque fois, j'insiste vraiment là-dessus parce que j'estime que la gestion des nuitées minimum, elle est aussi importante et peut-être des fois plus que le prix en lui-même. Enfin, les deux sont vraiment, vont vraiment ensemble et sont indispensables de travailler ensemble, en fait. Et du coup, ma question, c'est, avec un début d'activité en 2016 et l'utilisation d'un PMS Channel Manager en 2019, donc pendant 3 ans, vous avez travaillé qu'avec Airbnb, a priori ou... On a commencé, on va dire qu'avec Airbnb, on a fait 2 saisons. D'accord. 2017, où on était 100% Airbnb. 2018, où on était Airbnb et également avec le groupe HomeAway, où est-ce qu'on travaillait avec les liens écoles. Et cette réflexion et prise de conscience sur les notions de longueur de séjour, etc., c'est quelque chose que vous avez en tête depuis le début ou il y a quelque chose qui vous a tilté à un moment donné et qui vous a fait dire… Alors, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai 2 arguments. Le premier, c'est que ceux qui faisaient de la location, en tout cas de façon historique, de la location meublée sur notre secteur, c'était des escrocs. C'était des marchands de sommeil. C'est des logements… Enfin, j'ai pu en visiter quand j'ai voulu développer cette activité. C'est des gens qui travaillaient sur des séjours de 2 semaines, de 3 semaines de vacances, et vous rentiez dans des logements, vous aviez parfois une cuisine qui avait 40 ans. Dans la cuisine, vous avez un premier lit. Et puis, contre le mur perpendiculaire, vous avez un deuxième lit. Et en fait, c'est un logement qui fait 45 mètres carrés et qui peut accueillir 10 personnes. Ouais. Et je me suis dit, non, mais pour le petit village, en tout cas dans lequel je travaillais, je me mais ce type de logement, c'est pas bon. Ça nous amène pas forcément une bonne clientèle. Ça amène pas des gens qui vont venir et qui vont dépenser et faire vivre les commerces. Donc, tout ça, ça a contribué à ma réflexion. Donc, ma première volonté en travaillant sur de la très courte durée, c'est tous ces gens-là, c'était de les faire exploser en vol.
Le deuxième argument, c'est que pour réussir, en tout cas à mon sens, dans la location meublée et dans la très courte durée, il faut des ressources. On le sait, finalement, aujourd'hui, louer avec Airbnb, répondre à des voyageurs et encaisser de l'argent, c'est pas compliqué. Mm. Ce qui va être compliqué, c'est tout ce qui va en découler. C'est l'entretien, réaliser les entretiens, et l'entretien du linge. Donc, ces deux points, il faut réussir à être bon. Si jamais j'ai 80 logements et que j'ai 80 départs le samedi et que j'ai 80 ménages à faire, c'est impossible. Sachant que nous, le ménage, il est systématiquement vendu avec chaque réservation. Donc, la solution pour ça, ça a été justement de pouvoir étaler un maximum les départs et les sorties sur des jours différents de la semaine, Ouais. de façon à pouvoir apporter des heures d'emploi lycée et puis travailler un maximum avec les mêmes intervenants. Aujourd'hui, on arrive à faire des contrats de travail où est-ce qu'on est en quasi-temps plein. D'accord. Ok. Donc, on arrive à faire des contrats principalement CDD saisonniers, avec des compléments qui vont se faire notamment grâce à des agences d'intérim. Mais la totalité de nos intervenants, qu'ils soient sur l'entretien du linge ou bien l'entretien des logements, ce sont des gens salariés. D'accord. Et par exemple, j'ai une conciergerie dans le village qui s'est ouverte. Quand je sais qu'elle vend 14 € l'heure d'entretien, ou est-ce que ce sont des auto-entrepreneurs derrière qui travaillent, c'est pas possible, c'est pas durable, ça peut pas fonctionner. Parce que ça veut dire que derrière, la personne, elle vient de travailler, elle est indépendante pour 8 € net de l'heure. Ah ouais, après, bon, là, c'est Donc, un autre c'est débat, mais effectivement, c'est sûr que c'est une autre approche. Et alors, dans tous les cas, enfin, moi, pour l'avoir vécu pendant 3 ans en gestionnaire, c'est une activité qui est, en termes d'opérationnel, qui est fatigante, qui est usante pour les intervenants terrain, ménage, linge, etc. Et où il y a un turnover, quand on prend des auto-entrepreneurs en particulier, qui est énorme. Et le recrutement de personnes est un vrai enjeu. Et c'est sûr que ben, forcément, au moins on fidélise les personnes avec qui on collabore, au plus on va passer de temps en recrutement, formation, etc. Donc ça, c'est un calcul que chacun fait ou pas, mais devrait faire pour voir où doit être mise la priorité et est-ce que c'est vraiment plus intéressant de redémarrer tous les 6 mois avec de nouvelles personnes plutôt que d'avoir quelqu'un sur le long terme. Mais ça, après, le découpage, le split qui existe aujourd'hui entre les intervenants, les sociétés avec carte ou sans carte et les modes de fonctionnement, on ne va pas le refaire. Et en plus, pour juste faire une parenthèse par rapport à ce qui a été dit au tout début, c'est que il, il y a un vrai flou sur ces histoires d'obligations par rapport à la carte, etc. Et il y a très peu, je trouve, au final, euh, comment dire, enfin, chacun adapte au final les textes de loi et les interprète. Donc, c'est pas évident non plus d'avoir une info, en tout cas, de ce que j'ai pu voir moi, qui est hyper carré. Mais bon, ça, c'était là-dessus. Euh, donc là, je reviens sur ma question. la durabilité de l'emploi qui peut se faire notamment, en tout cas, c'était en tout cas le sujet des ressources, la durabilité des ressources quand on est gestionnaire, qui peut se faire justement avec des modèles de fonctionnement où est-ce qu'on va chercher plutôt à lisser l'activité sur un ensemble de jours de la semaine, plutôt que de travailler, en tout cas. Mais c'est un Ouais. point de vue qui se défend, hein. C'est un point de vue qui se défend. Après, c'est intéressant parce que c'est évident que parmi les choses sur cette question des durées de séjour, des arrivées imposées le samedi, etc., c'est aussi, bon là, il y a le Covid, mais qui change aussi un peu la donne, mais c'est aussi historiquement le jour où il y a le plus de monde sur les routes, c'est le jour où les billets d'avion sont les plus chers. Donc, et puis au global, c'est un changement dans le tourisme, c'est-à-dire que de plus en plus, les gens font plus de séjours, mais plus courts.
alors qu'il y a plusieurs, peut-être dizaines d'années, c'était plutôt on partait en vacances une fois par an, mais longtemps. Donc, c'est un peu quelque chose de global, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant voilà, de creuser pourquoi et comment cette approche est venue. Et, euh, et donc, du coup, donc 2019, mise en place d'un PMS Channel Manager. Euh, et ça a été tout de suite avec PriceLab ou pas forcément? On a tout de suite mis en place PriceLab dès qu'on avait la confiance, on va dire, en tout cas dès que j'ai ressenti que les équipes faisaient confiance dans le channel manager, parce que ce n'était pas simple au début. Oui, il faut prendre en main un nouvel outil. Il faut accepter, si vous voulez, pour les gens qui sont un peu, un peu loin de tout ce qui va être la connectivité entre différentes applications web, la certitude dans le fonctionnement, parce qu'en fait, on avait eu aussi des problèmes de surbooking à cause des liens e-call entre Airbnb et Abritel. D'accord. Tout le monde a eu énormément de peur, enfin tout le monde, l'équipe, c'en est pas. Euh, Tout le monde a eu très peur au début que l'outil ne fonctionne pas. Et justement, enfin, moi en tout cas chez BookingSync, je me suis orienté vers cette application parce que j'ai ressenti une forme beaucoup de sérieux et un fonctionnement au top dans les API. Et pour avoir au préalable étudié un certain nombre de channel managers et PMS, il y en a d'autres où est-ce que j'ai pu échanger avec des confrères qui me disaient qu'ils avaient eu des problèmes de surbooking, des problèmes de synchronisation. Or, vis-à-vis de BookingSync, je n'avais jamais eu de soucis à ce niveau-là. Donc, dès qu'il y a une forme de confiance qui s'est installée dans l'outil, à partir de ce moment-là, on a pu l'utiliser à 100% et on a tout de suite mis en place PriceLab. D'accord, ok. Et du coup, comment vous avez, ça a été quoi, donc 2019, comment vous avez pris en main l'outil? Enfin, au début, je sais pas qu'est-ce qui vous a amené à PriceLab, si c'est un conseil de BookingSync ou si c'est. C'est la marketplace de BookingSync en fait. Et enfin, c'était quoi l'objectif? C'était quoi ce que vous aviez en tête au début ou qui vous a donné envie de tester? C'est par rapport vraiment à l'approche du prix, à l'approche des règles de gestion avancée? Alors oui, de pouvoir, enfin déjà d'une, parce que nous on a des honoraires, pour expliquer notre politique Mhm. commerciale, des honoraires qui viennent se calculer sur le montant de la réservation. Donc ce que l'on va dire à quelqu'un qui fait comment dire, de la location de PAP, enfin sans passer par un gestionnaire, mais si vous travaillez avec nous, oui, il va y avoir des honoraires, mais ces honoraires, ils vont être absorbés parce qu'en moyenne, on arrive à commercialiser 30% plus cher que vous. Alors, il faut le dire, mais il faut aussi avoir des chiffres pour le démontrer. En 2018, où est-ce que l'on n'utilisait pas encore cet outil de pricing, je m'étais amusé à rapporter les revenus totaux collectés par le nombre de voyageurs, Mhm. ce qui m'a permis de connaître un panier moyen. Je suis tombé sur un prix de 66,87 € exactement. D'accord. En 2019, où est-ce qu'on a commencé à utiliser l'outil, j'ai fait exactement le même calcul et on est tombé sur un prix moyen de dépense de 102,04 €. Donc, on est à quasiment 35%. Mais Euh, avec le même nombre enfin, en termes de volumétrie. euh, non, en 2019, on a eu beaucoup plus de volume qu'en 2018. d'accord. On a presque fait 3 fois plus. D'accord. Ok. Mais donc avec une moyenne finalement de prix à la nuit au final, hein, qui augmente, une valeur de séjour qui augmente. C'est ça, exactement. D'accord. Et puis les gens, enfin, on n'a pas vu d'observation particulière sur les durées de séjour. Enfin, on n'est pas passé de séjours de 5 jours à des séjours de 3 jours. Donc, Mhm. non, on est vraiment resté sur des durées de séjour moyens qui étaient les mêmes.
mais avec des gens qui viennent et qui dépensent plus. Donc, on s'est adressé à une autre clientèle. On s'est adressé à une autre clientèle et par contre, on s'est rendu compte que c'est une clientèle un petit peu plus exigeante. Donc, alors c'est vrai qu'on a mis beaucoup d'énergie pour user de l'ensemble de la technologie qui était à notre portée, en tout cas, pour être innovant. Parfois, à tort, on en oublie que ça reste de l'humain. Mm. Donc, il a fallu remettre en place des process dans lesquels on allait créer une relation, on allait être sympa avec les gens. Donc, je ne crois pas aujourd'hui que la technologie puisse remplacer l'humain. Elle ne peut pas non plus remplacer la mémoire collective. Donc, par exemple, pour vous donner un process tout bête, quand vous faites une réservation chez nous, on a fait développer une petite application. Vous avez la réservation qui remonte dans un système. 48 heures après, si la personne n'a pas été contactée, la réservation elle va passer en rouge. Donc là, il faut vraiment mettre de l'énergie pour contacter les personnes au plus vite. C'est important et d'avoir ces gens au téléphone. Et c'est important parce que si vous voulez, on sait aujourd'hui que quand vous êtes un client, et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui font de la gestion à de temps en temps revivre un peu l'expérience du client parce que on peut avoir vite tendance à l'oublier. Si vous réservez par un prestataire comme Booking ou Abritel ou Airbnb, bah, tout de suite, vous êtes assommé de mails. Vous avez plein de mails. Quand vous allez séjourner ici, pensez à découvrir telle chose dans la région. Ah, vous voulez louer une voiture. Ah, vous voulez faire. Enfin, et du coup, les gens sont noyés finalement dans les informations. C'est pour ça qu'il faut vite entrer en contact, d'autant plus quand on a un gestionnaire professionnel pour appeler les personnes, pour leur expliquer qui on est, Mm. qu'est-ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Et ensuite, comment ça va se passer. À partir de là, on a fait ce qu'on appelle un cadrage. Et ça, c'est hyper important. Comme ça, au moins, dans la tête du client, c'est clair, c'est net. À partir de là, ce process, après, pardon, il faut le rentabiliser. Mm. Donc, c'est durant ce process-là que nous, on va faire de la vente additionnelle de draps, par exemple. D'accord. Juste, j'ai une question, parce que c'est pareil, hein, je rebondis sur des choses à chaque fois, mais euh, il y a deux choses. Il y a la notion au tout début de ce choix de structure avec en agence, etc., par rapport à une liberté de choix, de fonctionnement, une plus grande liberté opérationnelle et en termes de stratégie. Et du coup, ça m'a fait penser à une question un sujet en tout cas qui est un sujet pour pas mal de gens. Euh, comment ça s'est passé, enfin, ou est-ce que ça n'a pas été un sujet du tout vis-à-vis des propriétaires d'utiliser de la tarification dynamique et de ne pas dire aux propriétaires, euh, quand on est en phase commerciale, votre maison, on va la louer tant à la semaine, à telle période, enfin, un tableau figé, quoi. Est-ce que ça a été un problème ou comment vous l'avez évacué assez vite, ce point? Pas du tout, pas du tout, parce qu'en fait, on l'a balayé en disant en dessous de quel prix vous souhaitez pas en dessous de quel prix vous ne souhaitez pas louer. D'accord. Et Ça, après, d'accord. voilà. Après, il y a aussi des propriétaires qui nous disent non, non, moi je ne veux pas que les gens payent plus cher que ce prix. Et des prix où on pourrait parfois louer plus cher. Donc non, D'accord. non, on l'a balayé assez rapidement de cette façon. Notons également qu'un propriétaire, quand vous prenez un mandat, par exemple, qui est le contrat qui va lier un gestionnaire et un propriétaire, vous devez aussi avoir en annexe un état descriptif qui aujourd'hui est remplacé par l'ensemble des descriptions qu'on va trouver sur les sites de diffusion, mais en tout cas, c'est dans cet état descriptif doit figurer la politique du prix, en tout cas du propriétaire. D'accord. Ok. Et un document qui doit être à destination des locataires si jamais ils le demandent. Je pense, enfin, moi, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que je pense que c'est une question de positionnement dès le départ. C'est comme ça que j'ai fait aussi. C'est-à-dire que, alors, si parmi les participants, il y a des personnes avec qui j'ai déjà fait des démos ou des appels Price Lab, vous m'avez déjà entendu dire ça, mais je vais le redire encore, c'est que euh, j'estime que c'est comme un garagiste, c'est-à-dire que quand on amène sa voiture chez un garagiste pour une révision, on ne va pas rester sur place et lui expliquer étape par étape ce qu'il faut faire. Donc, à partir du moment où on confie sa maison à quelqu'un en gestion, on, on va pas, le propriétaire n'a pas, à mon sens, à donner ses règles, hein, et à dire, alors,
OK, c'est vous qui gérez ma maison. Par contre, cette semaine-là, vous la mettez à 2000, cette semaine-là, vous la mettez à 2008, celle-là à 3002, celle-là à 1005, et cetera. Et je sais que je sais, ça, c'est sûrement historique, hein. Je sais qu'il y a des gens sur des secteurs aussi géographiques qui sont peut-être piégés par ce fonctionnement un peu historique de prix d'achat d'une semaine au final, de prix d'engagement sur lequel voilà, on s'est engagé, je dois vendre cette semaine à ce prix-là, etc. Donc après, je peux comprendre qu'il y ait des marchés sur lesquels c'est peut-être historique, tous les autres font comme ça, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur quand même en tant que gestionnaire d'imposer aussi son fonctionnement, ses règles, puisque on est censé être le professionnel et la personne qui maîtrise le métier en fait. Donc, Bien sûr. mm, Bien sûr, il faut faire de la pédagogie. mm, Et également, il faut un peu, et en faisant de la pédagogie, on peut réussir par exemple, quand on a un bien au début, on explique au propriétaire que pour être bien référencé sur Airbnb, il faut faire assez rapidement quelques locations, avoir des excellents commentaires et après, ça va se louer beaucoup mieux. Donc, on dit, le mieux, c'est un logement nouveau, il faut être un petit peu moins cher que les autres, juste pour les premières réservations. Et après, ça ira beaucoup mieux. Donc, mais il faut expliquer que Airbnb aujourd'hui, c'est un référencement, ça fonctionne un peu comme un Google et ainsi de suite. mm. Donc tout ça, quand on prend le temps finalement de l'expliquer, après les gens, enfin, en tout cas, on n'a pas eu d'objection sur. Nous, globalement, les propriétaires nous font confiance. Enfin, une fois de plus, pour bien comprendre le fonctionnement, l'avantage de pouvoir collecter des fonds ou ce qu'on les redistribue aux propriétaires, c'est que derrière, on a la main de l'encaissement, le retraitement comptable. Si jamais il faut faire intervenir un plombier, un électricien parce qu'il y a un problème, on va payer le plombier, on va payer l'électricien. Et après, le solde disponible va être versé au propriétaire. Donc après, ce qu'il faut, c'est de la transparence. Il faut que ce soit clair et net. Et en tout cas, ça permet justement, ce fonctionnement permet d'aller chercher des propriétaires qui veulent de la tranquillité. Ouais, ok. Dès lors qu'on leur apporte des garanties, où est-ce qu'ils sont certains qu'il n'y a pas de la location, comme ça a pu parfois exister de façon historique, de la location, où est-ce qu'on vient louer des logements et ils ne seraient pas au courant. Enfin, bon, on ne va pas faire de dessin sur ce que je souhaite exprimer, mais dès lors ils sont certains que le moindre euro qui va rentrer dans leur location va ensuite être redistribué, en tout cas leur part va leur revenir de façon très juste. À partir de là, vous n'avez plus aucun problème. Mm. Et du coup, si je reviens sur cette notion d'augmentation progressive des valeurs de séjour, donc on a vu 2018, 2019, on est passé, enfin vous êtes passé de 66, c'est ça, 2018, à plus de 100 euros par voyageur, par revenu généré par voyageur en moyenne sur Exactement. l'année. Et 2020 alors, l'année Covid, la première, on va dire, Ah, quels ont été les résultats? ouais, alors 2020, on a encore été un petit peu plus cher. Je crois que ça s'explique, c'est que dès qu'on a libéré le confinement, euh, mais les gens sont devenus fous. Donc nous, on est situé à 2 heures de Paris, si vous voulez. Mm. Euh, Tout le monde est arrivé d'un coup, ça a été la folie, quoi. Donc, et une fois de plus, c'est précisément à ce moment-là qu'on a été très content d'avoir l'outil PriceLab parce que nous, directement sur le revenu, sont indexés nos honoraires. Mm. Il faut aussi savoir qu'à préalable, dès qu'il y a eu le confinement, comme on avait les fonds qui étaient encaissés, qu'on les avait nous, et que ces fonds ils sont sur un compte de gestion qui sont isolés, les gens ils nous ont dit ah non, mais moi je veux être remboursé, je veux annuler. On a remboursé tout le monde pour libérer les calendriers. Mm. Donc, Ouais. donc ce qui nous a permis que quand on a reloué, de toute façon, on s'est dit soit les gens ils vont venir cette année, soit ils ne vont pas venir, ça va être compliqué. Donc on les rembourse. Et si jamais ils viennent, on savait qu'on allait louer et beaucoup mieux louer que n'importe qui. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, quoi. On a vraiment optimisé. Alors oui, on a perdu les mois de avril et mai. Ouais. Par contre, dès que les mois de juin, juillet, août,
on est vraiment monté en termes de prix de commercialisation. Donc, on est monté sur un prix moyen, on est à 115,57 € payés par voyageur. D'accord. Et du coup, est-ce que, est-ce que vous avez mis des prix maximum sur les logements ou pas? Oui, D'accord. oui. Dès le début? Non, mais quand on ne l'a pas fait, parfois, je crois que euh, parfois l'outil ne va pas savoir quand est-ce il doit s'arrêter. D'accord. Ok. Donc sur 2020, vous aviez un prix maximum sur les logements. Vous aviez une limite. Voilà, tout à fait. Maintenant, on a mis en place ce prix maximum. D'accord. Ok. C'est intéressant parce que j'étais tenté de justement, enfin, ça m'intéressait de savoir si, en n'ayant pas un prix maximum, vous avez pu euh, constater des prix que vous n'auriez pas imaginés, parce que c'est un retour que j'ai eu aussi de certains utilisateurs. Moi, personnellement, mon avis là-dessus, c'est quand j'utilisais Pricelab en tant qu'utilisateur sur des logements, j'en mettais pas parce que si on compare la tarification dynamique, par exemple, que propose Airbnb à celle de Pricelab, je trouve que les prix donnés par Pricelab en termes de prix maximum étaient quand même assez raisonnables par rapport au marché. Et en fait, effectivement, ça permettait finalement d'avoir des réservations à des prix où, si on était resté sur un fonctionnement classique, on passait peut-être à côté d'opportunités. Après, il y a peut-être une volonté aussi en termes de peut-être morale ou éthique, je ne sais pas, de ne pas survendre. Je vais vous expliquer. Si jamais vous avez un propriétaire qui, quand même, de temps en temps, regarde à quel prix est proposé son logement, et s'il voit un prix qu'il va trouver bien trop excessif, Mhm, et qu'à cette période-là, le bien n'est pas loué, alors que lui, il aurait eu besoin que son bien soit loué, c'est sûr. on va venir vous le reprocher. Donc, c'est pour ça il faut réussir à mettre en place des règles et que ces règles soient en tout cas, qu'elles prévoient le maximum d'hypothèses, notamment dans la relation entre vous et les Mm. voyageurs, ou vous et les propriétaires. Tiens, si jamais il se passe ceci, qu'est-ce qui se passe? Il faut essayer un petit peu de prévoir Ouais. un maximum parce que c'est un métier, on le sait, qui est quand même assez vite conflictuel, hein. C'est sûr que euh, alors je me mets des deux côtés, c'est-à-dire qu'effectivement, pour certains, la bonne nouvelle et la belle découverte, c'est de voir les prix monter et se dire, j'ai jamais par le passé loué mon bien à ce prix-là. Donc, ok, bonne surprise. Par contre, effectivement, en mettant ma casquette de gestionnaire, je sais ce que ça veut dire derrière, c'est-à-dire notamment des attentes de la part des voyageurs, où plus le prix à la nuit est élevé, ou le prix du séjour est élevé, bah, au plus les attentes, généralement, elles explosent aussi. Et là, on peut se poser la question effectivement de est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Parce que euh, tout dépend après des écarts, mais quelques euros en plus, comparé à une saison où on a les équipes, etc., qui sont sous pression. Enfin, voilà, c'est évident que c'est un équilibre à trouver. Donc, vous avez mis un prix maximum, vous avez laissé PriceLab piloter, entre guillemets, les prix entre un prix minimum, un prix maximum et un prix de base que vous avez défini. Et donc là, depuis 2021, vous avez déjà un peu de recul déjà sur les prises de résa de l'été. Est-ce que ça Ouais, vous êtes toujours alors, sur la même tendance? C'est-à-dire que vous arrivez toujours à progressivement augmenter vos valeurs de séjour moyennes? non. Vis-à-vis de l'année 2020, on a un petit peu baissé. Donc, je vous avais donné les indications suivantes, hein. En 2019, quand on a mis l'outil, on était à 102 € par voyageur. Ouais. En 2020, on est à 115. Là, sur 2021, on est à 109 euros. Mhm. Notons que c'est quand même sur la saison basse. D'accord. On sait que sur la période juillet-août, les gens vont payer plus cher. Ouais, et puis surtout, je pense que l'effet Covid a été sûrement plus fort l'année dernière, avec un confinement plus strict au printemps que cette année. Donc, mais bon, enfin, au global, on est quand même sur une tendance qui est
qui est plutôt bonne. Donc, jusqu'à présent, l'usage, du coup, l'usage de PriceLab, ça a été sur la partie tarification dynamique. Au niveau des nuitées minimum dynamiques, est-ce que vous avez fait des tests ou est-ce que vous l'utilisez? Alors oui, on l'utilise, mais l'outil PMS nous permet également d'entériner ces règles. Ouais. À un moment donné, il faut faire un choix. Ce que ne fait pas PriceLab, c'est par exemple, nous, par exemple, on ne fait pas d'entrée les dimanches et lundis. Mhm. C'est quelque chose qu'on ne peut pas paramétrer, je crois, dans l'outil. Non, pas Euh, avec votre PMS. Avec certains autres, oui, ça dépend de l'intégration. donc, c'est pas grave, on peut le mettre sur le PMS et on peut quand même mettre en place ces règles et faire en sorte que PriceLab. Mais à un moment donné, on va dire que les règles techniques, enfin, pour nous, elles sont assez simples, hein. On ne rentre pas le dimanche, on ne rentre pas le lundi. Et, et la durée minimum du séjour, c'est de 2 nuits. Donc D'accord. à partir de là, tout va bien. Ok. Donc, on est plutôt sur une utilisation orientée vraiment prix, euh, tarif dynamique. Oui, complètement. Complètement, parce qu'après, il faut avoir quand on commence à trop utiliser, je pense qu'il faut savoir, une fois de plus, ça reste de la technologie, Mm. c'est pas la vérité vraie. Il faut savoir mettre le curseur au bon endroit, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus à mettre en place des règles beaucoup trop importantes. On se retrouve avec une activité qui est assez cloisonnée. C'est c'est- c'est, euh, c'est vrai et c'est très important de le dire. Et je pense que c'est peut-être parfois peut-être une des choses finalement les plus compliquées à expliquer avec PriceLab et que les personnes comme moi qui travaillons pour PriceLab devons faire aussi, c'est d'arriver à faire comprendre aux gens que ça n'est entre guillemets qu'un outil, Bien sûr, certes, qui collecte énormément de données marché, qui a des fonctionnalités très avancées, etc. Mais c'est un outil, même les plus gros utilisateurs de PriceLab ont des équipes en interne de revenus managers qui pilotent l'outil. Donc, après, c'est sûr, tout dépend le dimensionnement de la société, mais euh, le, le- l'outil, enfin, moi, un des exemples que je donne toujours pour expliquer à quel point et à quel moment l'œil humain et l'intervention humaine est importante et nécessaire, c'est par rapport au prix de base où j'explique que PriceLab, certes, a l'adresse de chaque logement et va pouvoir faire un benchmark, une étude par rapport à des logements à proximité. Mais PriceLab, le même logement dans la même rue avec le même nombre de chambres, va pas voir celui qui est refait à neuf, celui qui est dans son jus depuis 20 ans, celui qui a des robinets en or, celui qui a un jacuzzi. Enfin, donc voilà, peut-être qu'un jour, il y aura de la reconnaissance de photos dans PriceLab, ce genre de choses pour aller plus loin. Mais il y a encore aujourd'hui, et ça passe par le prix de base, cet indicateur, c'est-à-dire ce choix humain qui doit être fait de positionner aussi son logement par rapport à cette notion, entre autres, de standing, et puis des choix aussi stratégiques à faire. Mais moi, j'essaie de le dire à chaque fois, c'est pas du tout l'objet, en tout cas, de l'outil. Il y a des gens qui attendent ça de PriceLab. Euh, L'idée, c'est pas de s'inscrire, mettre sa carte bleue et puis dire c'est bon, ça marche tout seul. Parce que là, effectivement, ça serait une vraie erreur de penser que ça marche comme ça et que c'est fait pour ça. Donc c'est vraiment important de préciser ça, que ça aide, c'est un outil qui est censé aider à gagner du temps, à récolter de l'info, mais il faut qu'il y ait un contrôle et des choix qui soient faits aussi par un humain. bien sûr. Et alors, sur ce point, j'aimerais rajouter que vous pouvez segmenter à travers des groupes, ce qui est assez intéressant dans PriceLab et ce qu'on est en train de développer au niveau en tout cas, de notre organisation, de notre portefeuille de biens. Pendant longtemps, on a fonctionné à se dire, par exemple, euh, on fournit une prestation avec un loyer, on fournit une prestation obligatoire d'entretien et au choix du locataire, on va fournir les draps.
Mhm. Donc, on va les revendre. Et puis, on a rapidement eu des locataires qui nous ont dit non, mais attendez, au montant au prix auquel on paye, normalement, les draps ils devraient être fournis. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a augmenté un petit peu le prix du ménage et on a fourni les draps pour certains biens. Donc, on a classifié 3 gammes de logements. La première gamme, on va appeler ça du logement prestige. Donc, il doit y en avoir que très peu par agence. C'est vraiment des logements dans lesquels on va mettre quelques goodies à disposition des clients. Parce qu'on va faire une remise de clés en main propre et sur place. On va présenter le bien et le secteur. Et où est-ce que la prestation de base, bon, les lits sont faits à l'arrivée des clients. Voilà, on est vraiment dans du para-hôtelier. La seconde gamme, on va appeler ça la gamme business, ça va être vraiment où est-ce qu'on met à disposition le logement, l'entretien, les lits sont faits à l'arrivée des gens. Donc ça, c'est la gamme premium, pardon. Et ensuite, la troisième gamme, ça va être la gamme standard. La gamme standard, on va être sur des loyers un petit peu en dessous, des logements simples qui sont fonctionnels. Et dans ces cas-là, les gens ils payent l'entretien et les draps constituent une option. Donc, ça nous permet aussi de bien pouvoir gérer le stock de linge derrière, parce que c'est une fois de plus, pour bien le gérer, on a développé notre propre petite blanchisserie, de façon assez simple, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le gère. Et en segmentant les logements de la sorte, ça nous permet d'avoir des stratégies différentes sur les logements. D'accord. Pour revenir à ce que vous disiez, on sait qu'à une adresse, vous avez un logement, mais on ne sait pas si votre logement il a un balcon, il a un extérieur, ou nous, en tout cas, on a un facteur qui est déterminant, c'est la vue sur mer. Ouais. On sait que la vue sur mer, ça fait vent. Donc après, vous pouvez également faire des groupes de logements avec vue sur mer plus extérieur, des groupes de logements avec uniquement vue sur mer, uniquement un extérieur. Et on sait qu'une vue sur mer, ça va se louer en moyenne plus 15%. Un logement avec extérieur, ça va se louer, je ne sais pas, plus 20%. Donc ça dépend de l'approche que vous pouvez avoir et des clients que vous allez avoir dans votre secteur. Mais vous avez la possibilité, en tout cas, de faire un découpage de cette façon si on veut permettre à l'outil de faire un maximum de travail et de s'adapter le plus précisément possible au portefeuille. D'accord. Donc, vous avez segmenté ces, oui, ces gammes et aussi en fonction de certaines spécificités pour pouvoir aller gérer les prix et les stratégies de prix différemment. C'est Euh, ça. d'accord. Quand on sait qu'un logement, il a une décoration un petit peu recherchée, il rentre, on va chercher des couples ou un ou deux couples, pas plus. On sait qu'on est sur une clientèle qui peut dépenser un peu. Bon, bah, nous, en tout cas, aujourd'hui, c'est clair, c'est qu'on met à disposition de l'entretien, du linge qui est systématiquement fourni. Les gens, ils arrivent, c'est du clé en main, un maximum de clé en main. Et parfois, sur la clientèle un peu différente, bon, bah, on va proposer des stratégies de prix un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus agressifs, mais derrière, où est-ce qu'on peut faire de la vente additionnelle. D'accord. OK. Ça nous permet aussi de mieux gérer nos ressources en interne, les ressources humaines notamment. OK. Est-ce que, donc, n'hésitez pas si vous aviez des questions à poser à Loïc, les poser sur ou questions-réponses ou le chat. Sur les questions-réponses, c'est peut-être un peu plus pratique pour être sûr de répondre, de ne pas passer au travers. Je vois Loïc Vignier qui nous dit on ne peut pas mettre de nombre de nuits minimum en fonction du jour de la semaine dans PriceLab. Euh, non, parce que en fait, ça reviendrait à recréer un fonctionnement, on va dire, classique de période et de saison en disant ben, si vous arrivez tel jour, c'est de nuit. Enfin, effectivement, l'approche de PriceLab au niveau des nuitées minimum dynamiques est plutôt d'avoir une approche dynamique et de dire par défaut, c'est de nuit minimum. En dernière minute, je suis prêt à faire du nu minimum, par exemple. Si quelqu'un veut réserver un séjour qui commence dans plus de 2 semaines,
Ça sera du 3 nuits, etc., du 4 nuits. Donc, c'est l'approche aujourd'hui au niveau des unités minimum de PriceLab. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Loïc sur son expérience sur PriceLab. Je regardais un peu ce qu'on avait prévu d'aborder. Je pense qu'on a couvert, pas mal de choses. Est-ce qu'il y a d'autres, que ce soit en termes de prix, de PriceLab ou autre, est-ce qu'il y a des choses avec, après ces années d'expérience qui vous semblent importantes de redire ou de mettre en avant ou par rapport à cette activité? C'est pour vous, Loïc, la question, hein. Bah, écoutez, pardon, je pensais que vous Non, étiez attendu. Aucun problème. Du coup, il y a quand même un point que j'aimerais revenir sur ouais. lequel vous avez évoqué tout à l'heure quand on parlait des dispositions de la loi Hoguet. Ouais. Et vous disiez parfois c'était un peu flou. Alors, moi, si je peux essayer de vous amener un petit peu d'éléments de réponse, j'en serais ravi. Ce qui est très clair à mon niveau. Vous pouvez faire de la prestation de service quand on est une conciergerie et si on veut s'écarter de ces dispositions. C'est-à-dire qu'on peut vendre à un propriétaire qui va accueillir un locataire une prestation dans laquelle on s'engage à aller remettre une clé à la personne. Mais vous ne pouvez pas aller chercher un locataire pour le compte d'un propriétaire. On ne peut pas intermédier. Au moment où on va faire la remise des clés, on ne peut pas non plus récupérer pour le compte d'un propriétaire un chèque de caution ou quelque chose comme ça. Ça, c'est pas possible. Ouais, Et on peut encore moins encaisser des fonds. Donc, le concierge, qu'est-ce qu'il peut faire? En fait, c'est un peu comme une prestation de service à domicile, hein. Il peut aller faire l'entretien de la pelouse, il peut aller faire l'entretien du logement, il peut aller vendre une prestation dans laquelle il s'engage à aller remettre une clé à une personne bien définie, mais cette personne bien définie, elle a été trouvée et la réservation a été créée préalablement avant que le contrat pour la remise de clé soit faite. Je ne sais pas si je suis clair. D'abord, vous trouvez un locataire, ensuite, vous trouvez quelqu'un pour aller lui remettre la clé. ouais. Parce qu'au moins, ça permet de démontrer que ce n'est pas la personne qui fait la prestation de conciergerie qui vient, qui vient s'intermédier, qui vient trouver un locataire pour le compte pour le compte de propriétaire. Ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est important que ce cadre soit bien compris parce que, une fois de plus, je sais, et il y a aussi un autre point sur lequel je souhaite insister, c'est que beaucoup de gens se lancent dans la conciergerie et, par simplicité, vont opter pour le statut d'auto-entrepreneur. Juridiquement, c'est quoi un statut d'auto-entrepreneur? C'est ce qu'on appelle une entreprise individuelle. Et dans une entreprise individuelle, vous avez une confusion du patrimoine personnel et professionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite de responsabilité que vous pourriez avoir dans une SARL, par exemple. Donc, alors, par prévenance, on peut peut-être aussi s'orienter vers de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Je m'explique. Si jamais il serait démontré qu'un concierge, en fait, n'est pas un concierge, mais il est administrateur du bien, et qu'il y aurait par mégarde un problème sur le bien, ou que vous avez un locataire qui, par négligence, va être à la cause d'un incendie ou quelque chose comme ça. Et bien, dans ces cas-là, vous pouvez être sûr que vous êtes en entreprise individuelle, donc auto-entrepreneur, vous n'avez pas les responsabilités civiles, enfin, vous n'avez peut-être pas les assurances qu'il faut pour vous protéger dans votre activité. Finalement, vous exercez sans en avoir pleine conscience une activité illégale de l'activité d'administrateur de biens. On risque très gros.
on n'y pense pas, ça paraît tellement évident qu'il ne peut rien se passer. Ouais, Donc voilà, c'est pas si compliqué que ça de satisfaire les exigences. C'est pas si compliqué que ça. Donc vraiment, si vous pouvez, si vous pouvez, faites-le. En tout cas, ça sera quand même un conseil sur ce point. ok, très bien. Est-ce qu'on a des questions ou pas? Non. Mais, on est à 1 heure, donc après, je pense qu'il faut qu'on garde un format quand même pour le revisionnage qui reste assez court. Donc, bah, merci encore Loïc d'avoir partagé des éléments, un retour d'expérience, un parcours. Je pense que c'est vraiment intéressant de montrer un peu la diversité des gestionnaires, encore une fois, hein, je dis gestionnaire au sens large, hein. Donc, et, et enfin voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir une approche, des stratégies, des résultats et une vision du métier. Donc merci de l'avoir partagé. Et, euh, et puis ben voilà, s'il y a des personnes qui veulent aller plus loin, je ne sais pas si Loïc sera disponible avant septembre, mais n'hésitez pas. Euh, si, Ouais, avec plaisir. si vous voulez ouvrir une agence à Marim dans les environs, continuer à développer le réseau, n'hésitez pas à rentrer en contact. Merci encore. Merci aux participants. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre discussion. Merci beaucoup. Merci à vous, Romain. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.